Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nicolas Sarkozy condamné pour corruption et c'est tout le monde médiatique et politique qui s'emballe. Une condamnation historique pour un président, symbolique pour le parquet national financier accusé de vouloir détruire la droite depuis l'affaire Fillon. Alors on va tenter de faire de la pédagogie à ce sujet, au sujet de l'interview de Nicolas Sarkozy que publie aujourd'hui le journal Le Figaro. Nous sommes en compagnie de Didier Rebu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit pénal à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et membre du club des juristes. Avez-vous des conflits d'intérêts au sujet de cette affaire, Didier Rebu? Alors, je n'ai pas donné de conseils dans cette procédure de trafic d'influence et de corruption que je ne connais pas. Et dans un dossier lié à Nicolas Sarkozy? Alors, dans un dossier lié à Nicolas Sarkozy, je suis intervenu dans une affaire d'extradition où j'ai donné un avis, mais pas du tout sur le fond. À aucun moment, je n'ai connu de l'affaire sur le fond. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, celui-ci déclare aujourd'hui dans Le Figaro « Je ne peux accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait ». Alors dites-nous, Didier Rebu, au regard donc de cette condamnation, pourquoi l'a-t-il été? Et on va essayer de résumer sa défense qu'il livre donc dans le journal Le Figaro aujourd'hui. Alors, quand une personne condamnée dise qu'elle a été condamnée pour ce qu'elle n'a pas fait, cela peut arriver. En fait, la seule façon de se prononcer, c'est de connaître le fond du dossier, précisément, c'est de connaître les pièces. Beaucoup de condamnés se plaignent de l'avoir été alors qu'ils n'ont rien fait. Après, c'est le tribunal qui estime, lui, quant aux pièces qui lui sont apportées, quant aux preuves qui lui sont fournies, que les dénégations, les affirmations du prévenu ne sont pas crédibles, ne correspondent pas à la vérité. Donc, il est absolument impossible de se prononcer là-dessus sans connaître le fond du dossier. 3 ans de prison, dont un ferme. Est-ce beaucoup? Alors, tout dépend comment on raisonne. Si l'on raisonne abstraitement par rapport aux qualifications, c'est-à-dire par rapport aux infractions qui sont reprochées à Nicolas Sarkozy et à Thierry Herzog et M. Aziber, il faut rappeler que ces qualifications, c'est la corruption et le trafic d'influence, corruption d'agents publics. C'est une infraction qui est punie de 10 ans d'emprisonnement et aujourd'hui 2 millions d'euros d'amende, à l'époque 1 million d'euros d'amende. Donc c'est une infraction qui est très lourdement punie parce que le législateur considère qu'elle est grave. Donc, si l'on met dans la balance la peine prononcée par rapport aux peines encourues et à la gravité intrinsèque, en tout cas abstraite de l'infraction, on ne peut pas dire que les peines sont sévères. Après, c'est par rapport à des faits où l'on doit aussi raisonner. Ce que dit Nicolas Sarkozy, ce qui est ressenti, c'est que par rapport aux faits qui seraient constitutifs de cette corruption, la peine serait sévère. Et en outre, il faut évidemment prendre en compte le fait que M. Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République et que pour un ancien président de la République, évidemment, des peines de ce type sont particulièrement... elles peuvent apparaître sévères parce qu'elles sont particulièrement infamantes. Argument réversible. On peut aussi dire qu'un président de la République, un ancien président de la République, doit se montrer particulièrement irréprochable, Didier Rebu. C'est ce que dit le tribunal. Et c'est vrai que c'est une habitude de la justice et cela, évidemment, s'est appliqué à Nicolas Sarkozy, mais s'applique aussi à d'autres personnes, que de se montrer d'autant plus sévère que les gens ont eu des fonctions éminentes, des fonctions de représentativité pour lesquelles la justice estime qu'elle devait être exemplaire. Donc ce sont des peines qui, je dirais, sont prononcées d'une façon quand même habituelle, en tout cas une motivation qui est relativement habituelle par rapport à des personnes qui occupent ce type de fonction. Mais ce qui peut être surprenant pour le néophyte, parce que dans ces conditions, comment éviter une justice à 2 vitesses si, par exemple, un président de la République, un ancien président de la République, est condamné plus lourdement qu'un quidam dans une affaire de ce type? Bon, c'est une hypothèse purement théorique, puisque dans cette affaire-là, il fallait être ancien président de la République pour précisément pouvoir être accusé de corruption. Alors, la loi prévoit ce qu'on appelle le principe de l'individualisation de la peine. C'est-à-dire qu'une fois que la culpabilité est constatée, la loi dit au juge, vous allez individualiser la peine que vous allez prononcer. Et dans cette individualisation, elle prend en compte bien précisément des éléments de personnalité, des éléments de profession. Et ça peut faire partie des éléments que le juge prend en compte. Il peut prendre en compte des éléments pour adoucir la peine, mais il peut prendre en compte aussi des éléments pour l'aggraver.
Nicolas Sarkozy, dans le Figaro aujourd'hui, dit « C'est une affaire de corruption sans précédent, pas un centime n'est en jeu, personne n'a obtenu un quelconque avantage, aucune victime, aucun trouble à l'ordre public. On me condamne en me prêtant la pseudo-intention de commettre un délit. » Alors, dans ces conditions, une corruption sans un centime et l'intentionnalité de la faute ou la pseudo-intentionnalité, dit Nicolas Sarkozy. Est-ce que cela, c'est quelque chose qui peut jouer en faveur d'une modération de la peine ? Alors oui, le fait que finalement la corruption n'ait abouti ni à un versement d'avantages aux corrompus, ni au fait que ce corrompu ait pu accomplir l'acte qu'on essayait de lui faire accomplir, évidemment, ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte pour adoucir la peine. C'est certain. Mais le délit n'exige pas que le corrompu ait été payé et que le corrompu ait accompli l'acte pour lequel il a été payé. Le simple fait de s'entendre pour donner ce paiement et pour l'accomplissement de cet acte caractérise la corruption. Parmi les différentes défenses qui ont été apportées à Nicolas Sarkozy, pas forcément par lui-même, mais dans son entourage, Didier Rebu, il y avait l'idée que finalement, je résume, on peut faire miroiter à quelqu'un un avantage sans le lui donner. Est-ce que dans l'hypothèse où on fait miroiter un avantage à quelqu'un sans que celui-ci ne puisse l'obtenir véritablement, on a affaire à une tentative de corruption ? Alors, ça peut être une tentative de corruption, ou ça peut être aussi du trafic d'influence, parce qu'il faut voir Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition justement du trafic d'influence et de la tentative de corruption dans le cas d'espèce ? Il faut rappeler que l'idée, c'était de proposer un avancement à un magistrat en échange donc d'une clémence. Alors, ce sont deux infractions jumelles très complémentaires, et dans le délit, d'ailleurs, ils sont condamnés à la fois pour corruption et trafic d'influence. En l'occurrence, où aurait été la corruption ? La corruption, c'est que M. Azibert aurait été payé, ou en tout cas, on aurait fait des propositions d'avantages, pour qu'il donne des informations sur une procédure, c'est-à-dire pour qu'il accomplisse un acte dans le cadre de ses fonctions de magistrat, qui était de donner des informations sur l'avancement d'une procédure. Ce qui est absolument délictueux. C'est délictueux. Donc ça, c'est la corruption. Et le trafic d'influence, c'est que M. Azibert aurait par la suite aurait pu utiliser son influence auprès des magistrats pour obtenir une décision favorable en faveur de Nicolas Sarkozy. Dans le trafic d'influence, la personne qui reçoit l'avantage n'est pas celle qui peut accomplir l'acte que l'on recherche. C'est un intermédiaire qui va agir auprès des personnes qui peuvent accomplir et qui peuvent donner cet acte favorable. Et alors, dans le cas d'espèce, il n'y a pas seulement un condamné, il y en a trois. Il y a l'avocat de Nicolas Sarkozy et donc M. Azibert. De quoi sont-ils accusés, ces deux autres accusés ? C'est ce que l'on appelle là parfois le pacte de corruption, c'est-à-dire que ces trois personnes sont considérées comme ayant été parties à ce pacte. Le pacte de corruption, qu'est-ce que l'expression renvoie ? Elle renvoie l'idée que dans une corruption, il y a une espèce de contrat. Le législateur, le juge ne veut pas parler de contrat parce qu'évidemment, ça n'a aucune validité. Mais c'est un pacte, c'est un contrat par lequel des individus s'entendent, les uns pour donner des avantages matériels, et les autres, ou l'autre, en l'occurrence, pour accomplir un acte de sa fonction. C'est ça le pacte de corruption. Et alors, ce qui est présent dans l'interview de Nicolas Sarkozy, ce sont des arguments qui ont toujours été répétés dans son camp pour sa défense, c'est que sa condamnation, il la doit donc à pseudo-intention de commettre un délit, ça c'est l'argument qui est invoqué, démontré par, je cite, des bribes de conversations téléphoniques sorties de leur contexte et mises bout à bout. Est-ce que des écoutes téléphoniques peuvent faire office de preuve, Didier Rebu? Oui, tout à fait. Oui. À partir du moment où elles sont validées, où elles sont valables, des écoutes téléphoniques peuvent faire office de preuve. C'est dans de très nombreuses procédures, les écoutes téléphoniques sont utilisées pour faire la preuve. Il n'est pas toujours facile d'avoir les preuves d'une infraction. Les individus, évidemment, peuvent nier, ils peuvent dissimuler les traces matérielles. L'une des façons de démontrer l'existence d'une infraction, c'est d'écouter d'écouter les personnes. Alors, ce qui est reproché à cette procédure, c'est d'avoir utilisé
je reprends la formule qui a invoqué des filets dérivants, c'est-à-dire d'avoir fait feu de tout bois pour tenter de démontrer la culpabilité de Nicolas Sarkozy. Et celui-ci poursuit en disant « 4500 de mes conversations téléphoniques ont été écoutées, dont certaines concernaient un avocat, Maître Herzog, et son client. Dans quelle démocratie le leader de l'opposition que j'étais à l'époque peut-il être ainsi espionné pendant 7 mois en voyant le contenu de ces conversations livrées à la presse ?» Didier Rebu, un commentaire sur cette remarque et cette défense de Nicolas Sarkozy. Alors ça, c'est autre chose que le fait de faire la preuve d'une infraction avec des écoutes téléphoniques. Ici, ce qui est discuté, c'est le principe même de ces écoutes. Alors il est discuté à un double titre. Double titre parce que M. Sarkozy dit que ces écoutes, d'une part, étaient disproportionnées. Et ça, c'est encore une fois le dossier qui peut en faire état. C'est-à-dire que les écoutes téléphoniques sont des actes qui portent atteinte à une liberté fondamentale, qui est l'intimité de la vie privée. Donc, il convient que lorsque l'on y recourt, on soit très sourcilleux sur la nécessité et la proportionnalité de ces écoutes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est compliqué d'entendre par définition les bonnes conversations téléphoniques. Alors, oui, évidemment, on ne peut pas sélectionner à l'avance, mais il faut avoir en amont, de très bonnes raisons de mettre quelqu'un sur écoute. De très bonnes raisons par rapport à la gravité des faits. Il faut que la gravité des faits le justifie. Et puis, il faut également avoir en amont des raisons de penser que c'est une des seules façons d'obtenir la preuve de l'infraction parce que c'est un acte éminemment attentatoire à une liberté fondamentale. Donc, c'est au juge en amont d'être le gardien de la nécessité de la proportionnalité de cette écoute. Ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que ces écoutes n'auraient pas été respectueuses de ses exigences. Est-ce que le secret des conversations entre un homme et son avocat est absolu ou relatif ? Il semble être relatif au travers de cette procédure, Didier Rebu. Alors, c'est une question qui est, c'est vrai, très délicate. Le secret des conversations entre un avocat et son client est a priori totalement absolu. Ça signifie que l'on ne peut pas intercepter une communication entre un avocat et son client. Voilà. Alors ça, il y a une règle juridique lorsqu'il s'agit d'écouter l'avocat lui-même qui est assez restrictive. Le problème, c'est que les avocats sont appelés, ce ne sont pas qu'eux qui appellent. Donc c'est le problème ce que l'on appelle les écoutes incidentes. Lorsqu'un client appelle son avocat, qui lui peut être sur écoute. Il peut être sur écoute parce qu'il est soupçonné. Qu'est-ce qu'on fait de cette conversation ? La Cour de cassation, depuis plusieurs années, a fixé une règle qui est que l'on ne peut écouter, transcrire la conversation d'un client avec son avocat qu'à la condition que cette conversation soit révélatrice d'un indice de participation de l'avocat à une infraction, et notamment l'infraction du client. Et c'est là-dessus que l'écoute a été validée, parce que la Cour de cassation a considéré que les conversations entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog étaient révélatrices d'une participation de Maître Herzog aux infractions poursuivies, ce qu'atteste le fait qu'il a été renvoyé devant le tribunal. Le fait que l'avocat soit interdit d'exercer 5 ans d'interdiction, est-ce que c'est là aussi une condamnation qui vous paraît proportionnée, qui semble excessive ? C'est une condamnation sévère, notamment pour un avocat, parce qu'elle l'empêche d'exercer sa profession pendant 5 ans, et d'une certaine façon, c'est presque une mort professionnelle. Après, je dirais que la loi prévoit que le tribunal peut prononcer une interdiction professionnelle lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice de l'activité professionnelle. Le tribunal a estimé ici que Maître Herzog avait commis une infraction dans l'exercice de son activité professionnelle. C'est peut-être faux, ça c'est l'appel qui le dira ou qui le confirmera ou qui l'infirmera. Mais ayant considéré que cela était le cas, il en a tiré les conséquences selon laquelle Maître Herzog a utilisé son activité professionnelle pour commettre une infraction et il lui a interdit de continuer à exercer cette activité professionnelle. Ce qui veut dire que l'avocat ne peut pas tout faire pour défendre son client, qu'il y a eu donc là des méthodes qui auraient été utilisées, qui seraient des méthodes délictueuses. Un avocat ne peut pas commettre d'infraction pour la défense de son client. Ça, je crois que même les avocats eux-mêmes le reconnaîtraient aisément. Mais dans le cas d'espèce, il y a
effectivement 2 condamnés, je parle des 2 autres condamnés par rapport à Nicolas Sarkozy, qui sont des professionnels du droit, donc un ancien magistrat et un avocat. Et là aussi, cela pourrait expliquer la lourdeur des peines, puisque l'ancien magistrat Gilbert Azibert a lui aussi été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Oui, tout à fait. C'est certain que il y a l'ancien président de la République, il y a un avocat éminent, et puis il y a un grand magistrat. Il y a un grand magistrat et je dirais que la magistrature, jugeant un magistrat dès lors qu'elle considère, peut-être que le jugement du premier degré s'est trompé, mais ça on le verra en appel, mais dès lors que des juges ont considéré que ce magistrat, membre de la Cour de cassation, avait commis une infraction de corruption et de trafic d'influence, eh bien, elle en a tiré les conséquences quant à la peine. Et alors, justement, lorsque l'on voit cette procédure, la manière dont celle-ci se déroule, je l'ai dit en introduction, les partisans de Nicolas Sarkozy disent qu'il s'agit donc d'une procédure à charge. Il va y avoir appel. Est-ce que l'appel va se dérouler dans les mêmes conditions? Est-ce que ce sont d'autres magistrats qui vont être chargés de l'instruction et du jugement, Didier Rebu? Alors, l'instruction est terminée puisque nous sommes en phase de jugement. Donc, nous allons aller devant une cour d'appel. Enfin, les prévenus vont aller devant une cour d'appel. Et devant cette cour d'appel, eh bien évidemment, les magistrats seront différents. Ce sont d'autres magistrats, mais l'appel remet en quelque sorte les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'on refait ce qu'on appelle l'instruction à l'audience. On reprend les faits. On va rediscuter de tous ces faits. La défense aura les moyens à nouveau de faire entendre ses arguments, voire de les modifier, voire d'en ajouter, voire d'en retrancher. Pour précisément, après avoir tiré les leçons du premier degré, il est vraisemblable que la défense modifie sa ligne. Et Nicolas Sarkozy dit « J'ai fait l'appel de la décision ». Peut-être faudra-t-il que ce combat s'achève devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce serait pour moi une souffrance que d'avoir à faire condamner mon propre pays, mais j'y suis prêt car ce serait le prix de la démocratie. Que vient faire ou quel est le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce contexte-là ? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, elle intervient pour vérifier qu'un procès a bien été respectueux de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire, on va dire, des droits et des libertés fondamentales reconnus par cette Convention. Et elle intervient toujours en fin de procès. Elle ne peut intervenir que lorsque le procès est terminé, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de voie de recours. Ça signifie, en ce qui nous concerne, qu'il faudrait qu'il y ait appel, ensuite cassation, et enfin, Nicolas Sarkozy pourrait en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui veut dire qu'il est plutôt pessimiste ? Oui, c'est certain, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, on y va lorsqu'on a des raisons de se plaindre de la décision qui a été rendue, ce qui est peut-être le cas, mais sur la première, attendons la deuxième. Et sur quel fondement la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qui pourrait la faire tiquer dans ce jugement ? Alors, il y a le problème des écoutes concernant l'avocat qui peut tout à fait se poser la question du respect du droit au procès équitable et du droit au respect à l'intimité de la vie privée. Ce sont ces écoutes qui sont visiblement au cœur des débats et qui ont, quand on lit l'extrait du jugement, très largement fondé la condamnation. Il semblerait que ce sont quand même ces écoutes qui sont l'élément essentiel de la condamnation. Donc c'est vraisemblablement là-dessus, parce que c'est des écoutes entre un avocat et son client, que Nicolas Sarkozy pourra porter l'affaire principalement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Didier Rebu, on a fait de la pédagogie ensemble. Je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à l'Université de Paris 2 Panthéon Assas. Dans quelques instants, vous serez rejoint par Hervé Lehmann. Il est ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris et lui plaide, vous allez l'entendre, en faveur d'une thèse d'une condamnation politique. Il a publié L'ère de la calomnie aux éditions du Cerf. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Lundi, Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption. Il a depuis fait appel, mais le débat est lancé sur le pouvoir que détient notamment le parquet national financier, la neutralité de la justice. Alors, nous avons présenté cette affaire avec vous, Didier Rebu. Vous êtes professeur de droit pénal à l'Université Paris 2 Panthéon Assas et membre du club des juristes. Et j'ai souhaité vous inviter, Hervé Lehmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris et vous avez publié un nouveau
ouvrage intitulé L'ère de la calomnie aux éditions du Cerf, où vous défendiez, disons, la thèse d'un procès politique pour le procès Fillon. Et c'est ce thème que j'ai souhaité donner à entendre aux auditeurs. Mais tout d'abord, Hervé Lehmann, j'aimerais que vous nous précisiez si vous avez des liens, des intérêts quelconques, des conflits d'intérêts dans cette affaire. Non, je n'ai aucun lien avec personne, si ce n'est que je suis avocat comme Thierry Herzog et ancien magistrat comme M. Azibert. Quel jugement portez-vous sur la condamnation de Nicolas Sarkozy ? Alors, je ne suis pas surpris par la condamnation, parce que je pense que les conversations qui ont été enregistrées font état, en effet, de ce qu'on appelle un pacte de corruption, mais on pourrait entrer dans les détails. Je suis en revanche surpris par la sévérité de la peine. Il faut dire que l'année dernière, l'ancien garde des Sceaux socialiste Jean-Jacques Urvoas, pour avoir renseigné un copain sur un dossier pénal, a été condamné à 1 mois avec sursis. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement le fait de distinguer, c'est ce dont nous avons parlé avec Didier Rebu, le fait de distinguer un ancien président et le fait de dire que cette faute commise par un ancien président est plus grave qu'elle ne le serait si elle était par un ministre, voire un justiciable comme un autre. Disons qu'un garde des Sceaux en exercice, c'est quand même quelqu'un qui est censé respecter un petit peu le secret professionnel et le secret des procédures dont il a connaissance. Je pense qu'on est du même niveau de responsabilité. Nicolas Sarkozy n'était plus président de la République et il n'avait aucun pouvoir sur qui que ce soit au moment où il a commis les faits qui lui sont reprochés. La stratégie de défense de Nicolas Sarkozy consiste à dire, maître Lehmann, qu'il n'y a aucune administration de la preuve, uniquement des bribes de conversation liées à des écoutes téléphoniques qui ont été mises bout à bout pour tenter de prouver sa culpabilité. Qu'en pensez-vous ? Alors il y a 2 choses, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est que, comme je disais, en effet, des conversations dans lesquelles vous dites « Ah, si tu me rends tel service, je te rendrai tel service », cela peut constituer l'infraction, même si derrière, il ne se passe rien. Donc ça, c'est indubitable. Il n'y a pas besoin qu'il y ait eu des conséquences véritables. Il suffit que Nicolas Sarkozy promette ou fasse en sorte que son avocat le promette pour qu'il y ait tentative de corruption. Oui, absolument. Mais évidemment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de prendre une pomme à un étalage et puis de la remettre aussitôt que d'aller braquer une banque. Donc il ne faut pas ensuite tout mettre dans le même panier. Disons que l'infraction peut être constituée par le fait d'avoir des conversations, mais la réalité de ce dossier, c'est que ces conversations n'ont pas été suivies des faits. C'est-à-dire qu'après avoir dit cela, personne n'a rien fait. Le magistrat ne s'est pas renseigné et n'a pas fait d'intervention, et Nicolas Sarkozy n'a pas fait d'intervention non plus pour ce magistrat. Donc on est sur des conversations. C'était d'ailleurs la défense, en fait. Ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est « Ah, c'était des bavardages sans conséquence ». Et la question que le tribunal avait à trancher, c'est est-ce que c'était des bavardages sans conséquence ou est-ce que c'était ce qu'on appelle juridiquement, le mot est un peu violent, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que c'est un pacte de corruption ? Ça, c'est le fond. Mais il y a la forme. Et la procédure, c'est le code de procédure pénale, monsieur le professeur, vous le savez, on dit que c'est le code des honnêtes gens. C'est-à-dire que c'est fait pour nous protéger tous. C'est ce qui fait que la police ne peut pas venir perquisitionner chez vous à 3h du matin. C'est ce qui fait qu'on n'écoute pas qu'on protège le secret des sources, qu'on n'écoute pas les journalistes, qu'on n'écoute pas votre conversation avec votre médecin, et ainsi de suite. C'est ce qui fait les droits de l'homme, c'est ce qui fait l'état de droit, c'est ce qui fait qu'on est dans un pays libre et démocratique, 3 fois rien. Or, cette affaire, comment est-ce qu'elle commence ? Elle commence par la mise sous écoute téléphonique pendant 8 mois du leader de l'opposition. Dans quelle démocratie fait-on ça ? Que dirait-on si l'administration Trump avait fait ça à Obama? On dirait, mais bien sûr, c'est Trump. Voilà. Eh bien, nous avons fait ça en France. Ça continue ensuite sur les écoutes téléphoniques, des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Et ça, c'est quand même très, très grave. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez les conversations téléphoniques des avocats, il n'y a plus de défense.
Vous savez qu'à l'époque, l'ensemble des bâtonniers de France, de droite et de gauche, ont été reçus par François Hollande, ont présenté une protestation solennelle. Que les bâtonniers qui viennent d'être élus, les bâtonniers de Paris qui viennent d'être élus, l'ont rappelé avant-hier. Écoutez les conversations entre un client et l'avocat, c'est extrêmement grave, ça porte atteinte au fondement de la démocratie. Mais Maître Lehmann, si je suis en train de commettre une malversation avec mon avocat, normalement j'ai le droit, ou en tout cas je m'expose au risque justement d'avoir une procédure judiciaire. Il est normal que la justice veille à empêcher une infraction que je pourrais commettre. Eh bien non, non. La forme c'est essentiel. Ça commence par ça. La démocratie, la justice, ça commence par le respect des formes. On a pris la Bastille pour ça, imaginez-vous. On a pris la Bastille parce que les gens qui étaient embastillés, ils étaient peut-être coupables, mais ils étaient là sur l'aide de cachet du roi sans procès équitable. Bon, mais on a aussi pris la Bastille, Maître Lehmann, pour que précisément ceux qui nous gouvernent ne soient pas inaccessibles à la règle de droit. Mais ce n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si Nicolas Sarkozy ne doit pas être jugé ou pas. De toute évidence, il a suivi tout le processus judiciaire, d'ailleurs sans contester ce fait. La question, c'est ce point-là. Vous savez que ça a changé la pratique des avocats. Vous savez qu'il n'y a plus un avocat en France qui parle au téléphone avec son client des affaires sérieuses. Vous savez que les avocats ne gardent plus à leur cabinet de documents qui peuvent incriminer leurs clients. Vous savez que la relation entre l'avocat et le client en France a été modifiée. J'espère pour vous que demain, ce ne sont pas les journalistes qui feront l'objet d'écoutes téléphoniques sur les conversations, parce que c'est le secret des sources, et les conversations avec l'avocat, c'est le secret de la défense. Et c'est un élément aussi important, et c'est un marqueur. Je voudrais dire que c'est un marqueur de la démocratie. Je vais revenir à la charge, Maître Lehmann. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans une affaire aussi grave que celle-là, où il est question de corruption, la corruption, c'est gravissime, c'est jusqu'à 10 ans de prison, une affaire particulièrement grave parce qu'elle incrimine un ancien président de la République et que celui-ci symbolise précisément la République. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des moyens disproportionnés, c'est ce que dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy, 4500 conversations téléphoniques qui ont été interceptées, est-ce que justement ça ne justifie pas cela et que l'on fasse un peu une entorse à la règle de droit, ce qu'on ne ferait pas pour un justiciable comme les autres? Alors vous prenez le problème à l'envers. C'est parce qu'on a mis Nicolas Sarkozy sur écoute qu'on a découvert cette histoire. On l'a pas mis sur écoute parce qu'on pensait qu'il était en train de... Voilà. J'ajouterais au passage que ce n'est pas une affaire si grave que ça. C'est pas vrai. C'est-à-dire dire, est-ce que tu peux te renseigner sur mon affaire ? En échange de quoi, je dirais j'assurerai ta promotion. En échange de quoi je dirais un mot pour toi au prince de Monaco, et que derrière il se passe rien. Je dis pas que c'est bien, mais je dis c'est pas si grave que ça. Il y a des choses, il y a des affaires plus graves. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Robu ? Sur les écoutes avec l'avocat, je pense que c'est évidemment au cœur de cette affaire. D'ailleurs, on le voit bien dans les commentaires et dans les contestations. Et on voit aussi, je vous le disais tout à l'heure, quand on lit les extraits du jugement, que ce sont ces écoutes qui sont en fait les preuves qui font de la condamnation. Parce que pour le reste, on est quand même on fait état de relations d'affaires, de relations d'amitié. Il n'y a pas grand-chose d'autre que ces écoutes. Donc c'est vrai que la question se pose ici. Sauf que, on peut le regretter, mais la Cour de cassation les avait validées auparavant. Donc le tribunal se trouve face à des écoutes que l'on peut contester sur le plan des principes, malgré la décision de la Cour de cassation, mais qui pour le tribunal sont des écoutes qui sont juridiquement valables au regard de la Cour de cassation. Maître Lehmann, il y a un soupçon qui est évidemment alimenté par l'entourage de Nicolas Sarkozy, par Nicolas Sarkozy lui-même d'une justice politique, mais aussi par des personnes qui ne sont pas dans les mêmes positions politiques, sur les mêmes positions politiques que Nicolas Sarkozy. J'ai par exemple sous les yeux un tweet de Jean-Luc Mélenchon, lequel dit « Sarkozy condamné, Macron débarrassé d'un sérieux rival ». Alors, il y a un certain nombre de critiques qui sont adressées à ce parquet national financier. À quoi sert le parquet national financier ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quel est son rôle ? Alors, le parquet national financier lutte contre la grande délinquance financière et contre la corruption. Il a été créé pour ça.
de fait, le problème concernant cette institution qui a été créée avec beaucoup d'opposition du Conseil d'État, des syndicats de magistrats. À l'époque, les gens n'étaient pas tellement favorables à la création de cette institution. Le problème de ce parquet national financier, c'est qu'il s'est arrogé le rôle d'un parquet national politique. C'est-à-dire qu'il a dit, les affaires politiques, je les prends. À commencer par l'affaire Fillon. Dans l'affaire Fillon, il n'y avait pas de corruption, c'était pas une affaire d'une grande complexité avec des circuits financiers à l'étranger. La question était de savoir si une assistante parlementaire de la Sarthe avait travaillé ou pas. Bon, c'était pas. Eh bien, le parquet national financier s'est saisi de l'affaire et on sait aujourd'hui par les déclarations de l'ancien procureur national financier combien cette affaire était suivie comme le lait sur le feu par toute la hiérarchie jusqu'à la chancellerie. Donc le problème du parquet national financier, c'est qu'il s'est, à mon sens, perdu dans les affaires politiques. Didier Rebu, votre point de vue sur le parquet national financier. Alors, Vous avez le rapport du parquet national financier sous les yeux. Oui, le parquet national financier, bon, ça a été rappelé, a été créé en 2013 à la suite de l'affaire Cahuzac. C'était une réaction, une compensation. En tout cas, il fallait donner l'image que les autorités politiques allaient lutter contre la corruption en leur sein. Donc déjà, il n'a pas été créé par la gauche contre la droite. Non, il n'a pas été créé par la gauche contre la droite, ça on ne peut pas dire le contraire, mais c'est vrai que ce que dit Maître Lehmann, c'est qu'il se saisit d'affaires politiques et du coup il s'expose. Il est exposé parce que ce sont des affaires éminemment médiatiques, éminemment sensibles, et il s'expose lui-même par ces affaires. Donc il va s'exposer. Alors il y a l'affaire Fillon dont Maître Lehmann a parlé. C'est vrai que là on a l'affaire Sarkozy. Sa mission, c'est de lutter contre la corruption et la grande délinquance fiscale. Donc c'est ce qu'il fait à travers ses affaires. On a découvert, Didier Rebu, qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements dans le parquet national financier. Alors c'est un peu opaque. Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors ça, c'est ce qui a été découvert, mis en lumière, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle l'affaire des fadettes. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui a été pointé... Il faut rappeler ce qu'est l'affaire des fadettes. L'affaire des fadettes, c'est que le parquet national financier a obtenu les fadettes, les relevés de communication téléphonique de beaucoup de personnes dans le cadre d'une enquête concernant justement Nicolas Sarkozy, de beaucoup de personnes, dont beaucoup d'avocats, c'est-à-dire de personnes dont l'activité est protégée par le secret professionnel, et on va dire sans transparence et peut-être sans proportionnalité. Peut-être au regard légal, au regard du texte, mais sans transparence vis-à-vis des autres parquetiers, enfin des autres parquets, et sans proportionnalité parce que cela a duré des mois et sans qu'il y ait en amont toujours des raisons qui justifiaient d'obtenir ces informations. Maître Lehmann. Alors moi je pense que le parquet national financier a été un instrument de François Hollande pour casser la droite. Voilà, je vais dire les choses clairement. Il a été créé pour lutter contre la grande délinquance financière, mais il y avait déjà un parquet financier qui luttait contre la grande délinquance financière. Sauf que ce parquet, il était dirigé par François Molins, qui ne convenait pas à François Hollande. Et donc voilà pourquoi, selon moi, on a créé ce parquet national financier qui n'était pas nécessaire. Il ne faut pas croire qu'avant le parquet national financier, il n'y avait pas de parquet financier qui s'occupait des affaires de délinquance financière. Ce n'est pas vrai. Donc on a créé ce parquet. On a créé aussi d'ailleurs une chambre spéciale. C'est-à-dire que François Fillon et Nicolas Sarkozy ont été jugés par une chambre du tribunal de Paris, la 32e chambre, qui a été créée. C'était la première fois qu'on créait une chambre depuis 1945, spécialement pour ces affaires amenées par le parquet national financier. On a donc créé une justice politique. C'est le problème. Et on Alors voit... ça, c'est votre point de vue, évidemment. Mais bien sûr, qui d'autre et on voit, oui, enfin, c'est mon point de vue, mais il est étayé, si vous voulez, quand vous avez vu les déclarations de Mme Moulette sous serment devant l'Assemblée nationale sur la manière dont... Il faut nous rappeler... Alors, Mme Moulette est venue dire à l'Assemblée nationale qu'elle était dans une position, excusez-moi, elle a parlé d'une position de soumission. Elle a dit qu'elle avait subi des pressions, elle a dit qu'elle avait reçu des instructions... Mais ensuite, elle a relativisé ses déclarations. Oui, mais enfin, si vous voulez, elle a fait une déclaration, elle est filmée, chacun peut la voir sur Internet, sous serment devant l'Assemblée nationale, où elle a expliqué pendant 3/4 d'heure les pressions qu'elle a subies pour l'amener à ouvrir
l'information qui allait permettre à François Fillon d'être mis en examen et donc de perdre l'élection présidentielle. Et après ça, son avocat a fait un communiqué. Bon, j'adore les communiqués des avocats, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'une déclaration sous serment devant l'Assemblée nationale. Et Mme Oulette n'est pas une fois folle. Elle sait ce qu'elle dit quand elle dépose sous serment filmé devant l'ensemble de la France. Donc ça c'est pas imaginaire. C'est une réalité dite par un acteur essentiel de cette affaire. Didier Rebu, vous qui ne soutenez pas la thèse d'une justice politique, mais lorsqu'on entend effectivement ce qu'a dit Éliane Houlette, qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte-là ? Alors, dans ce contexte, là, il y a le ressenti, il y a le droit. C'est-à-dire qu'en droit, le procureur général étant tout à fait en droit de demander au procureur de la République qu'il lui donne des informations sur des affaires en cours. Donc ça, c'est prévu par le droit, et l'objectif n'est pas nécessairement de vouloir exercer des pressions, c'est d'être renseigné sur des affaires sensibles, c'est vrai, pour pouvoir en informer le pouvoir politique, de façon à ce que lui soit au courant de ce qui se passe, pour pouvoir aussi réagir politiquement devant l'Assemblée nationale s'il est interrogé là-dessus, pour qu'il ait des informations. Après, il y a le ressenti de Mme Houlette. Compte tenu du caractère sensible de l'affaire, elle a ressenti ces demandes d'informations comme des pressions. Didier Rebu, il y a une sorte d'acharnement contre le parquet national financier. Donc, on l'a entendu auprès des défenseurs de Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il semble dire, que finalement, c'est le gouvernement qui a, d'une manière directe ou indirecte, je ne sais pas, mais en tout cas, entraîné les juges dans cette affaire. Et puis, le garde des Sceaux actuel. Alors, le garde des Sceaux, je ne sais pas s'il a critiqué fortement le parquet national financier en tant que tel. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pointé, il a répondu à un rapport qui mettait en cause, en tout cas qui pouvait mettre en cause, 3 membres du parquet national financier. Vous le dites diplomatiquement, mais on ne peut pas dire que... Le parquet national financier s'est ému de ce qu'avait dit, en tout cas. Oui, alors ça, c'est une réaction, j'allais dire, de l'institution qui défend quelques membres de celle-ci lorsqu'ils sont susceptibles d'être mis en cause, parce qu'ils ne sont pas encore mis en cause. Il y a une inspection à ce propos. Ce sont 3 membres du parquet national financier, ce n'est pas l'institution en son entier qui aujourd'hui comprend 17 personnes avec un nouveau procureur de la République financier, et qui n'est plus, puisque ce n'est plus Mme Houlette depuis maintenant presque 2 ans. Maître Lehmann, je vous vois sourire. Oui, je crois ce qu'elle a décrit, Mme Houlette, ce ne sont pas simplement des remontées d'informations. Ce qu'elle a décrit, c'est des instructions qui lui ont été données, d'abord verbalement. Elle dit qu'elle a été convoquée, qu'on lui a donné des instructions, puis que ces instructions ont été réitérées par écrit, en violation d'ailleurs de la loi, parce que des instructions écrites doivent être versées au dossier, ce qui n'a pas été le cas. On n'est pas juste dans un système de remontée d'informations. On est dans un système très clair de pression de la hiérarchie judiciaire pour prendre une position dans une affaire politique. Je voudrais dire que la manière dont la justice traite les opposants, la manière dont la justice traite la défense, c'est un marqueur très fort d'une démocratie. On le voit, on l'a vu en Turquie. Les dérives lorsque le régime d'Erdogan... On le voit dans beaucoup de pays, oui, mais ce qui est intéressant... Vous ne pouvez pas assimiler la justice turque à la justice française, non, mais sauf si vous souhaitez le faire. Non, mais j'apporterai la contradiction. Mais vous avez bien raison. Ce qui est intéressant dans le cas de la Turquie, c'est la dérive. C'est-à-dire que vous aviez une justice qui fonctionnait à peu près normalement, jusqu'au moment où le régime d'Erdogan a commencé à basculer. Oui, bien sûr. Et comment ça appelle d'ailleurs une dictature ou un régime autoritaire. Aujourd'hui, oui. Mais comment ça a commencé ? Ça a commencé par la manière dont on a monter des affaires judiciaires contre les opposants politiques, la manière dont on a porté atteinte aux droits de la défense, et ça finit effectivement comme ça. Et bien sûr qu'on ne soit pas dans cette situation. C'est le début d'une dérive inquiétante. La genèse du parquet national financier fait que celui-ci a instruit des affaires qui concernent aussi bien l'opposition que la majorité, et il se trouve que la majorité et l'opposition changent en France, ce qui prouve d'ailleurs que c'est une démocratie. Oui, enfin vous pouvez voir que la manière dont les personnes proches du pouvoir sont traitées, regardez les affaires Ferrand, regardez les affaires Bayrou, elles ne sont pas traitées de la même manière que les affaires Fillon ou Sarkozy. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Enfin, ce que vous voulez dire, on le comprend, c'est que c'est une justice politique, mais précisément. Alors, l'affaire Bayrou, elle a commencé en même temps que l'affaire Fillon. Il a fallu 3 ans pour que François Bayrou soit mis en examen. François Fillon, ça a été 6 semaines.
Voilà, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, les affaires concernant, par exemple, M. Ferrand, à qui je ne veux aucun mal, c'est pas la question. Il n'a pas subi le quart de ce qu'a subi Nicolas Sarkozy. Des gardes à vue, des perquisitions, déférés sous les caméras de télévision, des contrôles judiciaires avec l'interdiction de voir la mère de ses enfants, des écoutes téléphoniques pendant 8 mois, une géolocalisation par un juge d'instruction pendant 1 an. Je veux dire, les gens proches du pouvoir ne subissent pas ça. Et Mélenchon a raison, parce que la perquisition de 70 policiers pour Mélenchon et dans son entourage, les gens proches du pouvoir, ils n'ont jamais subi ça. Dans toute démocratie, il y a ce type de soupçon aux États-Unis, lorsqu'il a été question des emails d'Hillary Clinton. Les emails d'Hillary Clinton lui ont probablement coûté l'élection. En tout cas, ils n'ont évidemment pas favorisé son élection et elle a été défaite par Donald Trump, comme chacun le sait. Eh bien, là aussi, il y a eu ce soupçon et la justice américaine n'a pas été, je crois, entachée malgré tout de ce soupçon. Eh bien, écoutez, je pense que si, et je sais que l'ancien directeur du FBI a raconté ensuite qu'il s'était interrogé longuement et qu'il était très ennuyé sur le fait de relancer cette affaire au moment de l'élection, qu'il avait hésité à le faire, qu'il l'avait fait finalement et qu'il le regrettait de l'avoir fait, parce qu'effectivement, ça l'avait peut-être interféré sur le cours des élections. La justice... Probablement d'ailleurs, mais est-ce que la justice doit se préoccuper de cela ? Bien sûr, la justice, alors là c'est pas le cas pour l'affaire Sarkozy, mais c'était le cas pour l'affaire Fillon, la justice ne doit pas interférer dans le processus électoral. Mais la justice ne peut pas conserver par devers elle quelque chose qu'elle connaît, un délit qui est établi sans lancer une procédure. Jusqu'à l'affaire Fillon, il y avait une tradition républicaine qui était ce qu'on appelle la trêve électorale, c'est-à-dire que pendant les mois précédant les élections, les juges ne levaient le pied, si je puis dire, sur les affaires politiques. Mais imaginez-vous que le Canard enchaîné publie ce qu'il a publié pour l'affaire Fillon et que la justice n'embraye pas ? La justice peut embrayer, mais la question, c'est la rapidité avec laquelle elle embraye. On n'était pas obligé de mettre François Fillon en examen juste avant les élections présidentielles. Mais c'est François Fillon qui lui-même... On n'a pas mis François Bayrou en examen juste avant l'élection présidentielle. Non, mais François Fillon s'est lui-même pris les pieds dans le tapis en termes de calendrier, en disant que son avocat pourrait rapidement trouver une issue à cette affaire, et c'est donc lui-même qui, en quelque sorte, a fait croire que la procédure serait rapide. Ah, vous avez tout à fait raison. François Fillon a été extrêmement maladroit. Quand il a dit « je me retirerai de l'élection si je suis mis en examen », c'était pas très malin. Avoir dit « imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen », c'était pas très malin. C'est sûr qu'il a été très maladroit, mais parce qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il n'a pas compris ce qui était en train de lui arriver. Et puis il n'a pas compris que le général de Gaulle n'aurait pas pu être mis en examen. Le général de Gaulle n'a pas pu être mis en examen, mais il a quand même été condamné à mort par la justice de Vichy, le général de Gaulle. Donc, non, bien sûr, mais dans un autre contexte. Mais ce que je voulais dire, c'est que la mise en examen n'existait pas à l'époque. Oui, c'est pour ça que c'est une comparaison qui n'a pas de sens. De dire le général de Gaulle n'aurait pas pu être mis en examen. Comme vous dites, la mise en examen n'existait pas à l'époque. Effectivement, le pouvoir politique à l'époque était protégé par une justice qui était pour le coup, largement plus aux ordres. Exactement, vous avez tout à fait raison, qui était beaucoup plus aux ordres qu'aujourd'hui. Donc c'était une comparaison qui n'avait aucun sens. Enfin, oui, donc les choses vont mieux. La justice est moins politique qu'elle l'était à l'époque du général de Gaulle. Alors vous avez raison, la justice est moins politique qu'elle était au général de Gaulle. Elle est plus politique que ce qu'elle était entre Mitterrand et Hollande. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que François Hollande a créé le parquet national financier. Oui, mais il l'a créé encore une fois pour une affaire qui était une énorme pierre dans son jardin. L'affaire Cahuzac. Il a créé comme une réaction politique très intelligente par rapport à l'affaire Cahuzac, vous avez raison, qui était un scandale énorme, qui était quand même beaucoup plus grave que l'histoire dont nous parlons aujourd'hui, qui était effectivement un scandale énorme. Quand même, le ministre du budget chargé de la lutte contre la fraude fiscale, qui était un grand fraudeur international, c'était quand même un petit problème. Donc c'était une réponse politique très habile, mais comme il est effectivement très habile, il en a profité pour en faire une arme contre à l'époque Nicolas Sarkozy, qui était son obsession. Sa crainte était que Nicolas Sarkozy revienne à l'élection suivante et puisse éventuellement le battre. En fait, vous avez une lecture uniquement politique des procédures judiciaires. Non, alors qu'en tant qu'avocat, vous pourriez aussi avoir une lecture judiciaire et dire qu'il fallait un instrument particulier
pour juger des crimes particuliers. Et non, c'est pas le cas puisque cet instrument particulier existait déjà. Il n'était pas suffisamment spécialisé, il était éclaté dans les départements et il y avait besoin de rassembler. Vous savez très bien que les grandes affaires de ce type étaient traitées à Paris. Oui. Exactement. Les grandes affaires de ce type étaient traitées à Paris par la section financière du parquet de Paris, qui était très compétente, qui fonctionnait très bien. Personne n'a dit à l'époque qu'il y avait un déficit de justice financière. Il y avait des juges d'instruction financiers, il y avait des chambres spécialisées au tribunal correctionnel de Paris pour juger les affaires financières. Il n'y avait aucune difficulté par rapport à ça. Il n'y avait aucune nécessité de créer ce parquet spécial, qui était une réponse politique, doublement politique. Maître Lehmann, votre livre « L'ère de la calomnie » aux éditions du Cerf. Didier Rebut, vous êtes professeur de droit pénal à l'université Paris 2 Panthéon-Sorbonne. Merci à tous les deux d'avoir donné votre éclairage sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy.